cri général se fait entendre pour demander des armes. Pourtant, il y a des soldats. Mais ils n'auront aucune volonté bien stérile, et peut-être même nuisible, si on ne se hâte pas de leur en fournir. Ce n'est pas dans les arsenaux qu'il faut chercher les 200 000 fusils dont nous aurions besoin. L'expérience nous a appris que les fournitures par entreprise ou usine sont toujours très lentes. Au lieu qu'il serait facile d'avoir promptement des fusils en donnant 24 ou 30 clés pour chacun de ceux qui seraient achetés par les municipalités, autant pendant la paix, il faut n'avoir des armes que pour apprendre à s'en servir. Autant pendant la guerre, il importe de mettre au premier rang l'instruction militaire. Pardonnez, chère Rosine, et vous, monsieur le comédien, cette interruption de l'auteur. Je sais que nous vivons dans des temps très troublés. Mais la comédie n'en a cure, elle se doit de rester fidèle à elle-même. Être piquant ou nul, c'est là votre devise. Les répétitions viennent tout juste de commencer. Alors qu'elle parte du bon pied. En ce qui vous concerne, vous êtes homme d'esprit, n'est-ce pas? Alors évitez de tomber dans la farce. Bon, chez nous. Pour vous, mon enfant, vous avez la décence de votre rôle. Mais c'est bien l'atout. Je croyais Rosine surtout ingénue. Mais déjà femme, ne craignez pas d'y mettre ce grain de rouerie qui vous va si bien, hein? Et Basile, où est-il ce traître? Dans une ombre propice, monsieur. Voilà le nom juste. Évitez d'appuyer sur toutes les syllabes comme si vous chantiez des vers. Vous m'avez fait languir cette tirade de la calomnie. Tenez, asseyez-vous. La calomnie, monsieur, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. De café? De café. J'ai vu les plus honnêtes gens prêts d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs des grandes villes en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. Ah, mon ami, laissez là votre barbier. Si vous saviez quelle infamie. Qu'est-ce qui se passe, mon bon Gudin? On vient de vous dénoncer à l'Assemblée. Et qui? François Chabot. Je crois vous avoir démontré l'existence d'un comité autrichien, d'un grand complot contre la liberté et la Constitution. Les têtes en sont hors des frontières, mais les comparses sont dans nos murs. Le sieur Beaumarchais n'a-t-il pas acheté 60 000 fusils qu'il détient ici même à Paris en un lieu très suspect? Pourquoi les cacherait-il, si c'était leur venue pour en armer nos ennemis et abattre le gouvernement? Allez donc fouiller ces caves. Les fusils sont bien là, ma chère. 2, en tout et pour tout. Et je les ai fait venir de Hollande pour pouvoir en apprécier le calibre et la bonté. Les autres? Ah, ben les autres. Les autres sont là-bas, hélas. Et tout mon souci, c'est de pouvoir les livrer au plus vite au ministre de la Guerre pour qu'il les ait achetés. Mais pourquoi cette opération? J'ai tout d'abord refusé. C'était sagesse, mon ami. À première vue. Mais les ministres m'ont pressé d'accepter. Vous seul pouvez mener à bien une affaire de cette importance. Me dérober, c'était refuser un service à la nation. Tandis que conclure brillamment l'affaire, sans y gagner un seul, c'était donner à mon patriotisme un brevet tout neuf. Savez-vous combien mes fusils me mangent de graisse chaque mois? 10 tonnes. Ça fait rue d'intérêt. Aussi faut-il presser l'affaire. Bon, je ne sais pas la guerre, je ne serai pas long. Je ne sais pas au ministère de la guerre. Je vais asticoter le nouveau titulaire. Non mais ne craignez rien, ça tournera à mon avantage. Je vous conseille d'emmener Julie et notre fille au Havre.
Oui, l'été s'annonce étouffant à Paris. Et je viendrai vous saluer en route pour la Hollande. Sommes-nous en si grand danger? Vous savez comme est cette maison? Elle attire le peuple. Vous me disiez, place de la Bastille, nous serons si tranquilles. Pouvais-je le prévoir? Allez faire vos mal. C'est le meilleur moyen de vous rassurer. Mais vous, mon ami? Moi, je vais au combat. Défendre mes fusils. Je suis fort aise de vous trouver enfin réunis, messieurs. J'ai dû prendre conseil de mon collègue, M. Dumouriez, pour m'instruire de l'affaire. Je serais ravi si vous n'aviez mis 20 longs jours pour vous y résoudre. Car aujourd'hui, me voici dénoncé à l'Assemblée par un misérable. Qui pouvons-nous, monsieur? Par exemple, vous auriez pu interdire au moniteur d'y faire allusion dans son compte-rendu. Désormais, le gouvernement hollandais alerté va redoubler de vigilance. Monsieur, la presse est libre? Mais cette transaction ne peut réussir que si elle est tenue secrète, sinon toute l'Europe va convoiter ses fusils. Alors qu'attendez-vous pour nous les livrer? Et le cautionnement? Quel cautionnement? Ne vous l'a-t-on pas versé? Mais non. Mais ça ne figure pas dans le traité. Mais j'avais donné ordre qu'on vous verse les 50 000 écus requis par le gouvernement hollandais. Pour quelle raison? Mais pour lever l'embargo qu'il a mis sur les armes. Ça ne figure pas dans le traité? Oui, mais depuis, monsieur, nous avons déclaré la guerre à la maison d'Autriche. Et ces fusils étant de provenance autrichienne, les Hollandais, par sympathie, ont imposé cette nouvelle condition. Ça ne figure pas dans le Non, traité. j'en avais admis le principe, mon cher confrère. Ben, pourquoi diable ne vous a-t-on pas versé cette somme? Ah, c'est une affaire de marauderie à n'en pouvoir jamais sortir. Muni du bon signé de vous, je me présentais à la trésorerie pour recevoir les 50 000 écus. On refusa de me les payer si je n'avais point de patente d'armurier. J'allais m'en faire délivrer une d'arquebusier. C'est la moins chère, 1500 livres. Puis je retournai à la trésorerie pour apprendre cette fois qu'un certain Provins faisait opposition au paiement. Qui est ce citoyen Provins? Bon. Un brocanteur, titulaire de 5 ou 6 condamnations et qui prétend que mon vendeur belge, la haie, lui doit de l'argent. Voilà qui complique. Oh, monsieur, ce n'est plus de mon bail. Moi, je... Dans ce cas, messieurs, je demande l'annulation pure et simple du marché. Mais vous êtes débiteur de l'État. Je rembourserai dans les 8 jours l'avance qui me fut consentie. Serviteur, messieurs. « 60 000 fusils, cela fait un amas considérable d'armes. Qu'en pensez-vous, mon général? De quoi armer 60 000 hommes, au général. Quels sont les effectifs de nos troupes aux frontières? En dehors des garnisons. 82 000 hommes, répartis de Dunkerque à Bâle. Et je suppose qu'ils sont armés. Il en faudra le double. Pour contenir la poussée de l'ennemi, quand les 52 000 Prussiens qui font mouvement en Haute-Allemagne auront rejoint les troupes autrichiennes. Et vous pensez que nous allons manquer de fusils? Nous manquons de fusils, de poudre, de plomb, d'uniformes, de tentes, de chevaux, de fourrage. Et d'argent. Je viens de jouer à pile ou face. Si le marché est annulé, mon dénonciateur triomphe et on m'accusera de refuser de livrer ses armes à la France. Sinon... Monsieur Beaumarchais... Allez voir. Monsieur Beaumarchais, nous ne pouvons pas remettre en cause un marché signé par un prédécesseur, et cela dans un temps de guerre. Alors, donnez-moi les moyens de le conclure. Mais d'où sortir cet argent qui n'est pas prévu dans le contrat? Signons-en un nouveau qui tienne compte de la situation nouvelle. Oui, c'est ça. Nous allons le préparer. En accord avec la commission des armes, il faudra tout leur exposer. Mon agent Lahogue revient justement d'Amsterdam. Il peut vous dire combien ça presse. Lahogue Lahogue Messieurs les ministres, aimeraient entendre votre témoignage. Pas de caution, pas d'extradition. Les Hollandais sont fermes là-dessus. Et notre ambassadeur, M. De Molde, m'a prié de vous en faire part. Je dois dire que pendant qu'il s'en informait, j'ai reçu à 2 reprises des propositions magnifiques pour céder les armes, avec un profit considérable. Nous avons tout de suite refusé, n'est-ce pas? De qui venaient ces offres? D'un négociant flamand et aussi d'un Anglais. Messieurs, l'inquiétude me dévore. Acceptez que je vous livre ces armes sur place dans le port de Terre-Vert en présence de notre ambassadeur. Une fois propriété nationale, elles seront plus en sécurité. Et à nos gouvernements, il sera encore plus difficile de les rapatrier. Non, non. C'est au Havre. Vous devez nous les livrer. Je vois peut-être une issue. Ah, Nous sommes en affaire avec les banquiers Auguer et Grand d'Amsterdam. Je vais leur écrire de vous cautionner sur place.
Ils peuvent rien me refuser. Oui, oui, je me fie à vous, monsieur. Mais il faut que la Hogue reparte aussitôt pour préparer l'acheminement des arbres, n'est-ce pas? Oui, et aussi qu'on renouvelle mon passeport. Voyez aux affaires étrangères. C'est mon département, mon cher collègue. C'est exact, vous avez la tête. Est-ce que vous êtes satisfait, monsieur? Je le serais pleinement. Si pour calmer l'opinion, vous faisiez insérer dans le moniteur que c'est bien au compte de l'État que j'agis dans toute cette affaire. Mais votre dénonciation est déjà oubliée. Elle venait avec tant d'autres. Imaginez un peu. Le général Lafayette lui-même a été mis en cause. Et chacun sait que les généraux ne peuvent pas trahir. N'est-ce pas, monsieur Dumouriez? Et qu'ils ont une parole. 8 jours après cet entretien, comme je venais à la rescousse, je découvris les bureaux vides. Dumouriez et Servan n'étaient plus ministres. Par contre, qui fut pressenti pour le devenir? Vous, mon ami, vous. Un messager privé de Sa Majesté vous a attendu 2 bonnes heures. Il a fini par me laisser cette missive. Comme vous tardiez, j'ai pris la liberté de la décacheter. Oui. Oh, ça c'est trop drôle. Moi, ministre de l'Intérieur. Ainsi, tandis que j'arpentais les couloirs en quête du ministre, c'est un peu moi-même que je recherchais. Le bon roi Louis a fini par se souvenir des grands services que vous lui avez rendus jadis. Taisez-vous. Mais enfin, c'est une aubaine. Voilà de quoi régler votre affaire de fusil. Comment cela, mamie? Mais tous ces paragouins, toutes ces signatures qui vous manquent, vos collègues n'oseront plus vous les refuser. Thérèse, vous tenez ma maison comme le bon roi Louis ne tient plus son royaume, mais vous n'avez guère la tête politique. Cette nouvelle fournée de ministres qui remplace les Girondins, le peuple va la vomir. Elle ne tiendra pas 8 jours. Et vous me voyez profitant de mon ministère furtif pour vendre mes fusils à l'État? Non, non. Je vais refuser de ma plus belle plume. Bien m'en prie, mon cher Périgot. 2 jours plus tard, le peuple grondait aux Tuileries contre le renvoi des ministres patriotes et l'inaction de nos armées. J'étais en Suisse. Restez suisse, rien n'est plus enviable. Le rigodon des ministres recommençait. Lajar, Chambonas, Vauchel, Bonnecarrère, Sainte-Croix, je ne sais plus duquel j'obtins à grand-peine le renouvellement de mon traité. Mais de cautionnement, toujours point. Cependant, Faubourg Saint-Antoine, la calomnie du capucin Chabot faisait son chemin. Savez-vous de quoi l'Autrichien Brunswick nous menace? Écoutez un peu, citoyens, écoutez! Si le château des Tuileries est forcé ou insulté, s'il est fait le moindre outrage, la moindre violence, à leur majesté le roi, la reine et la famille royale, leurs altesses impériales en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale. Comment veut-on que nous défendions? Nous avons que des piques et pas un seul fusil. Vous marchez. Chabot l'a dit à l'Assemblée. Il y a des armes placées câbles, vous massacrez pas. Il faut mettre le feu chez lui. C'est sur le chemin des Tuileries. Allez, on y va, citoyens. C'est sur le chemin, moi, qu'est-ce que je peux y faire? C'est devenu une habitude avec le peuple que de m'envahir dans les grandes circonstances. La Bastille prise, ils sont venus chez moi. C'était en face. Ils cherchaient du blé dans mes caves, ils n'ont trouvé que mon édition complète de Voltaire. Eh bien, ils la retrouveront aujourd'hui au lieu des fusils escomptés. Faut-il fermer les grilles? Quoi? Résister? Mais faut les ouvrir toutes grandes, au contraire. Allez, ouvrez mes armoires, mes coffres, mes placards. Ouvrez mes caves et mon cellier. Je veux que le peuple s'y promène à loisir. Mais vous-même, monsieur. Moi? Eh bien, moi, j'irai tout au bout du jardin, comme un hôte un peu débordé. Follette. 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 L'orage est passé. Oui, mais j'ai perdu mademoiselle Follette. Vous la retrouverez. Hein? Monsieur le chef de section du quartier voudrait vous entretenir. Approchez. Citoyen. Citoyen Duplessis. Citoyen Duplessis. J'ai bien l'honneur. Moi tout de même. Quelle est cette demoiselle que vous auriez perdue? Une petite chienne, vous l'avez pas vue? Alors ça, je peux vous garantir que personne n'a mis la main dessus. J'avais donné des ordres, on n'a touché à rien. Une femme au jardin a accueilli une giroflée, elle l'a payé 20 soufflets. Oh, mais c'est cher pour une fleur. Ben, les ordres sont les ordres. Enfin, on a seulement vidé votre bassin, il faisait tellement soif. Et pour le reste, j'ai... Enfin, au nom de la section du Faubourg Saint-Antoine, j'ai l'honneur de vous dire qu'après 3 heures de fouille,
On n'a rien trouvé de suspect chez vous. Ah bon, dites-moi, citoyen, vous ne pourriez pas m'obtenir un procès verbal, comment dirais-je, un procès verbal d'innocence? Oh, bah, c'est votre droit, oui. Oui, on va vous l'établir. Venant du peuple, il me sera d'un grand prix, car c'est ailleurs que sont mes ennemis. Je respire. Oui, mais Follette. À quoi elle ressemble, votre chienne? C'est un basset. Couleur feu, oui. Et il porte un collier où est inscrit « Beaumarchais m'appartient ». Ah bon? Ah oui. Ils repartent vers les Tuileries. Si Follette est parmi la foule, elle est perdue à jamais. J'ai 2 mots à vous dire. De la part de qui, citoyen? Ceux qui m'envoient prennent le plus grand intérêt à votre affaire. Et à laquelle, je vous prie? Jouez pas au plus fin. Celle des fusils de Hollande. Qui vous envoie, monsieur? Citoyen Constantini. Constantini, j'ai pas l'honneur. Un honorable négociant corse qui possède de nombreux appuis en Belgique. Le négoce n'a pas de frontières. Eh non. En quoi pouvez-vous m'aider, monsieur? Citoyen Constantini sait d'où vient l'embargo. Hein? Déchargez-vous sur lui de tout le soin de l'affaire et les fusils seront là dans 8 jours. Que demande-t-il en échange? Moitié des bénéfices. Il serait fort surpris d'apprendre que je n'en escompte aucun. Parlons plus net. Oui. 1 florin par fusil, mais les frais vous seront à charge. Il faudrait savoir quels frais. Si votre monsieur... Comment dites-vous? Constantini. Constantini. Si votre monsieur Constantini employait les voies normales pour les faire sortir de Hollande, les droits de douane seraient alors d'1,5 florin par fusil. Avec le florin que vous me demandez pour ces soins, voilà mes fusils augmentés de 2,5 florins par pièce. Or, j'ai acheté ces fusils en bloc et j'en ai promis livraison à 5 florins pièce. Dans ces conditions, monsieur, l'affaire est loin de pouvoir supporter une pareille redevance. Bien, pouvez-vous donc nous donner 20 sous par fusil, quel qu'il soit. Et votre homme offrira caution. Je songerai quelle assurance je devrais exiger de lui. 60 000 francs sont mon offre. Je vous laisse sa proposition par écrit. Oui. Recevez mon adresse. Je m'appelle Larcher. Oui. Faites-moi passer votre réponse dans le jour. Car je vous avertis que cela presse un peu pour vous. Et comment cela, monsieur? Avec les nouveaux ministres, c'en est fait de vos protections. Allez, gueulez, scélérat! On envoie maintenant un émissaire jusqu'à ma porte. Encore ces maudits fusils. Mais quoi d'autre, mon bon Gudin? Voilà l'intrigue à mes trousses. Ne vous l'avais-je pas dit, en temps de révolution, il y a toujours péril à acheter du grain ou des armes. Maintenant que j'ai ce fardeau sur les bras, on ne demande qu'à m'en décharger et à en tirer profit. Et le tout assorti de menaces. Tenez, écoutez. C'est le seul moyen, écrit d'un sieur Constantini, de suspendre la résolution d'éclaircir la conduite de M. Beaumarchais dans cette affaire. L'éclaircir. L'éclaircir. Mais je ne demande que cela à moi. Et au grand jour de l'Assemblée. Et, mon ami, si j'ai bien compris les dernières nouvelles, l'Assemblée s'est démise de tout pouvoir. D'un côté, la Commune règne sur Paris, et de l'autre, sur tout le pays, un conseil exécutif composé de 6 ministres. C'est sûrement l'un d'entre eux qui soutient ce Constantini. Il faut que j'en tâte l'un après l'autre. Acceptez cette offre. Dussiez-vous y perdre. Ah, mais je veux bien tout y perdre, sauf le respect de mes engagements. Calmez-vous. Qu'allez-vous répondre? 20 sous par fusil.
Je n'en demanderai pas. Citoyen Beaumarchais! Mais qu'est-ce que c'est ce scandale? Des hommes en armes, des bonnets rouges. Assurément, c'est vous qui le cherchez. Non. Ouvrez! Au nom de rien! Des municipaux. Le vol éclair est sur mes ennemis, passe par la commune. Oh là, quelqu'un! Ne vous alarmez pas, citoyens. L'oiseau est au nid et ne saurait vous échapper. Me voilà! Me voilà! Allez les rouvrir, putain! Prenez le souterrain, l'issue n'en est peut-être pas gardée. Alors, ne perdons pas la tête. Ce souterrain est la fable de tout le quartier. Allez les faire patienter! Oh, que n'avez-vous accepté leur offre? Mais au contraire, ils viennent de commettre une faute en s'adressant à la commune. Je vais pouvoir enfin m'expliquer au grand jour. Allez, dépêchez-vous. Alors, citoyen, est-ce qu'on va enfin m'entendre? Voilà 9 heures que je fais le pied de grue dans ce couloir. Et nous donc? Nous a fallu tout autant pour obtenir un bon reçu de vous. Résultat, un seul ci-devant est en une journée. Et maintenant, c'est l'heure de la soupe. Me voilà comme le pied fourché sur la place. Les conducteurs ont leur reçu. Ils partent. Et moi, j'attends bien garrotté le boucher qui m'achètera. Citoyen Caron, dit Beaumarchais? Oui, c'est moi. Monsieur Beaumarchais, le président du comité de surveillance vous attend. Panis, asseyez-vous. J'ai bien la mer, monsieur. Vous avez dû attendre assez longtemps. C'est une bien fâcheuse habitude que d'arrêter tout le monde à l'aube. Je veux dire en même temps, cela crée une telle presse. Vous permettez? Pardon? Oui. J'entends mieux de cette oreille. Électeur du district de Sainte-Marguerite. Oui, c'est ma paroisse. Je lis ici cultivateur. Place de la Bastille. On me reprochait mon parc. Je l'ai transformé en jardin que cultivent plusieurs jardiniers et dont je partage les produits avec les pauvres du quartier. Vous avez aussi écrit pour le théâtre. Oui. Oui, ça m'est arrivé. Et vous êtes négociant en armes? À l'occasion. Et toujours pour obliger. C'est ainsi que j'ai fourni en fusil les armées de la jeune Amérique dans sa lutte pour l'indépendance. Comment cela a-t-il tourné? L'indépendance fut acquise et les fusils me sont toujours dus. Dans l'affaire qui nous occupe, les 60 000 fusils vous ont été payés d'avance par le gouvernement français. J'ai bien reçu 500 000 francs d'assignats qui font environ 290 000 livres. C'est exact. Mais j'ai dû en retour déposer 745 000 livres en bon contrat sur la ville de Genève entre les mains du notaire de la guerre. L'État m'est donc débiteur de 455 000 livres. N'écrit-on rien de ce que je dis? Quand les 500 000 francs vous ont-ils été versés? En avril? Nous sommes en août. Savez-vous que les Prussiens ont pris l'Anouilh aujourd'hui? Mais comment le saurais-je, monsieur? J'ai passé ma journée dans un couloir. Il y a des clameurs sur vous au Palais Royal, sur la traîtrise avec laquelle vous refuseriez d'amener ces fusils. Mais mon homme de confiance est retenu au Havre, faute d'un passeport et d'un cautionnement indispensable pour terminer l'affaire. Depuis 8 jours, monsieur, depuis 8 jours, c'est en vain que je sollicite une entrevue des nouveaux ministres. Et vos dénonciateurs prétendent que tous ces atermoiements ne viennent que de vous. Ah, nommez-les, monsieur. Nommez-les ou moi je les nommerai. Eh bien, un monsieur Colmar, membre de la municipalité, Oui. un certain monsieur Larcher. Larcher, n'allez pas plus loin. Envoyez plutôt chercher un portefeuille que j'ai fait mettre ce matin à part sous un CD particulier. Vous y verrez la noire machination de ce Larcher et d'un certain Constantini. On lèvera demain vos scellés en votre présence. Et vous comprendrez que mes accusateurs sont ceux-là même qui retardent l'affaire. Et dans quel but, monsieur? Mais pour en tirer d'énormes bénéfices. Cela va loin. Mais je le prouverai, monsieur. En attendant, je vais vous faire mener à l'abbaye pour y coucher. Comment la vie? Je ne suis pas condamné. Si vous croyez que nous avons le choix des prisons...
Monsieur Beaumarchais, on vous demande chez le concierge. Ah? Et qui cela, mon ami? Une dame. Une dame? Une dame? Mon Dieu, comme me voilà fait. Une dame. Est-ce que l'un de vous, messieurs, aurait un miroir? Merci, l'abbé. Amélie, vous ici. Un oiseau de paradis dans cette affreuse cage, mais il ne fallait pas. J'étais sans nouvelles de vous. Mais qui vous a dit? Gudin, il m'a tout conté. Pourquoi m'avoir caché cette affaire de fusil? Mais les soucis du négoce ne doivent jamais troubler une jolie femme. Mais c'est devenu une affaire politique. Et cette charmante tête s'occuperait maintenant de politique. Quand elle a toutes les grâces en partage. Tout ce qui vous touche me préoccupe, mon ami. Comme elle a bien dit ça. Et je suis prête à vous le prouver. Il vous faut tirer de ce mauvais pas. Mais j'ai l'habitude des prisons, j'en sors toujours. Pour nous laisser 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oh, quel incendiaire vous êtes. Où que vous paraissiez, je semble voir des braises sur ma tête. Tenez, quand je vous ai vu là, je n'étais plus en prison, mais dans un rêve. Dans une de ces îles à sucre où le soleil fait pousser les passions. Je m'attendais à voir un tout autre homme. Comment ça? J'ai changé? Non, je veux dire un homme affligé. Comment l'être en face de vous quand votre souvenir suffit à me ranimer? Cette nuit, la chaleur incommode. Oui, on étouffe dans ces cellules. La chaleur incommode me tenait éveillé. Et je pensais que ce serait un grand bonheur si je pouvais, dans ma fureur, vous identifier avec moi. Vous dévorer toute vivante. J'aurais des bras dans mes bras, ta personne dans la mienne. Et notre sang communiquerait cœur à cœur par les artères pour pouvoir jaser au-dedans. Non, je serais la plus heureuse des femmes d'entendre pareille folie. Si c'était dans d'autres lieux. Mais dans 2 jours au plus tard, je serai libéré. Oh, ne manquez pas de me le faire savoir. Je te recevrai chez moi comme une sultane, comme la première fois. Tu te souviens la tête de ce bon Gudin? Il avait introduit une solliciteuse dans le bureau, et quand il rentre impromptu, il me trouve à genoux, en train de la déchausser. Que je le baise encore, ce pied mignon. On avait dit 5 minutes. Les autres visiteurs protestent. À bientôt donc, mon ange. Madame de Beaumarchais n'est pas à Paris? Dès que j'ai su qu'on risquait de piller ma maison, je l'ai envoyée au Havre avec ma sœur et mon Eugénie. Oui, la pauvre enfant a bien pleuré, mais je ne sais si c'est pour son père ou pour son promis. Mais personne n'a donc souci de votre linge et de vos provisions? Gudin, il pourvoit. Voulez-vous que je vous aide? Ton sourire me suffit. Il m'a tout ragaillardi. Le bon droit fera le reste. Monsieur, vous le savez, nos tâches se multiplient. L'ennemi est à nos portes et il nous faut redoubler de vigilance pour démasquer tous les suspects. C'est pourquoi mes collègues et moi avons apporté le plus grand soin à l'examen de vos papiers. Eh bien, dans l'ensemble, il n'y a que des éloges à vous adresser. J'avais confiance en l'équité de la commune. Quant au portefeuille, sur l'affaire de ces fusils que vous êtes accusés de retenir méchamment en Hollande, ces 2 messieurs en achèvent la lecture. Eh bien, messieurs, c'est pur. C'est pur, ne vous semble-t-il pas? C'est pur. C'est pur. Messieurs, j'espère que votre jugement finira par convaincre les ministres. Nous allons vous faire établir une attestation de civisme et de pureté. Prenez Bécheret. Ayant examiné avec le plus grand soin les papiers du sieur Beaumarchais, il résulte de cet examen qu'il ne s'y trouve aucune pièce manuscrite ou imprimée de notre... Qui est-ce? Marat.
suis bien désolé, monsieur, je ne puis vous mettre en liberté. Mais pourquoi? Il y a une nouvelle dénonciation contre vous. Mais dites-la moi, monsieur, je l'éclaircirai à l'instant. Je ne le puis. Il suffirait d'un mot, un seul geste de vous, à quelques-uns de vos amis qui vous attendent là dehors pour détruire les faits de la recherche qu'on va faire. Mais qu'on renvoie tous mes amis. Je me constitue prisonnier dans votre bureau jusqu'à la fin de la recherche. Peut-être donnerai-je les moyens de la raccourcir, mais dites-moi de quoi il s'agit, dites-le-moi. Donnez-nous votre parole que vous ne quitterez pas ces lieux avant que la chose ne soit tirée au clair. Mais oui, monsieur, je vous la donne. Eh bien, on dit que vous avez envoyé 5 malles de papier suspect chez une présidente. Rue Saint-Louis, au Marais, numéro 15. Ordre est donné de les aller chercher. Il s'agit de guenilles. De guenilles que je destinais aux pauvres. Faites chercher mes malles, faites-les ouvrir, inventoriez, je ne saurais aller plus loin. Espérons que ce sera chose faite quand nous reviendrons de dîner. 32 heures plus tard, il n'était pas rentré. On m'avait laissé toute la nuit dans un couloir, sous la surveillance d'un commis, et sans la charité d'un domestique qui m'avait apporté un matelas, je n'aurais pas pris un instant de repos. Alors, monsieur, est-ce qu'on a des nouvelles? Le président Panis ne revient point. Hein? Peut-être est-il incommodé. Oui. L'examen de mes malles n'a-t-il pas prouvé la méprise de mes accusateurs? Je le sais bien, monsieur. Je n'ai pas pouvoir de vous libérer. Tout ce que je peux prendre sur moi, c'est de vous envoyer coucher chez vous, sous la garde de 2 gendarmes. Aurais-je mon attestation? Il me faut la compléter, et vous l'aurez demain, dès le retour de ces messieurs. J'allais donc coucher chez moi. Le lendemain, l'un des 2 gendarmes partit aux nouvelles, et quand il revint, ce fut pour me signifier que le comité me renvoyait parmi vous. Savez-vous qui est ce monsieur Panis? Non, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un ancien commis du Trésor Royal, chassé pour détournement de fonds. Mais j'ai le sentiment que la décision vient de plus haut. La commune toute puissante, c'est elle qui décrète, qui emprisonne. À quoi bon conjecturer? Reprenons nos débats philosophiques. Que vous ensemble, monsieur l'abbé? Je ne suis guère d'humeur raisonneuse. Il paraît qu'à chaque carrefour, des enragés excitent la foule contre nous. Comme si l'avance des Prussiens était notre fête. Monsieur de Beaumarchais au parloir. Ah, ce bon monsieur Larcher. Décidément, vous savez toujours l'endroit où me joindre, hein, Ce n'est pas de gaieté de cœur que je me suis résolu à venir jusque dans ces lieux. Oh, comme je vous comprends. Mais j'ai pensé que la cause de la patrie valait bien cette démarche qui me coûte. Combien? Vous n'êtes pas dans une position à faire l'insolent. J'ai la copie des engagements que vous avez souscrits auprès des ex-ministres de Grave et Chambonas. Aujourd'hui suspects. Mais vous avez des amis cachés dans les souterrains de l'hôtel de guerre, ma parole. Et des amis patriotes et fort bons négociants, qui dans le même temps que vos fusils souffraient d'embargo, trouvaient le moyen d'en fournir 30 000 à la nation. Mais peut-être leur accordait-on justement ce qu'on me refuse à moi. En tout cas, ils vous renouvellent leurs bons offices. Et ils réussiront là où vous échouez par manque d'usage du trafic maritime. Oui, monsieur, j'ai fait le haut commerce sur toutes les mers du globe. Oh, tout doux, point de jactance. Faites le sacrifice d'un florin par fusil. Votre liberté vaut bien cela. Ma liberté n'a pas de prix. Oh, pas de grands mots. Alors que vous avez reçu 800 000 francs il n'y a pas 15 jours du trésor public. Mais nous n'en demandons pas autant. Mais je ne fais pas l'affaire en prison, monsieur. Allez vous en dire cela à ceux qui vous envoient et qui savent fort bien que je n'ai pas touché un seul des 800 000 francs dont vous parlez. Mais c'est une sottise que l'on a répondu que pour me faire piller chez moi la nuit du 10 août. Comment vous n'avez pas touché 800 000 francs? Pas un seul, vous dis-je. Et l'Assemblée finira bien par le savoir. Ici la liste des perquisitions domiciliaires. Là, celle des proscriptions. Si vous voulez vérifier. Oui, merci. Bien entendu, si vous avez des noms à ajouter. J'ai mis en point sur le champ. Monsieur le procureur syndic. Oui, quoi? Ah non, non, pas maintenant, pas ici. Mais qu'elle se présente à mon bureau chez moi. Bien, monsieur le procureur syndic.
Madame Amélie Houret. Comtesse de la Marinée, vous pourriez au moins faire modifier vos cartons. J'y ai songé plus d'une fois, mais je n'en trouve jamais le temps. Et l'on force la porte du procureur de la commune avec de pareilles références. C'est d'autant plus impardonnable que je suis séparée du comte et redevenue Amélie, comme devant. Quelle tracasserie vous fait-on? Moi, aucune. Ah bon? Et je serais la plus heureuse des femmes si un innocent de mes amis ne se trouvait en prison. Ah. De son nom? Beaumarchais. Bigre. Vous avez là un ami bien encombrant. Il m'a toujours témoigné une sollicitude paternelle. Et je ne puis souffrir qu'il soit détenu alors qu'il est dans son bon droit. Et que tous ses ennemis s'attachent à le discréditer. Vous êtes fort jeune, madame, pour avoir connu toutes les vicissitudes de la carrière de M. Beaumarchais. Je n'avais que 15 ans, monsieur, et j'habitais à Aix-en-Provence lorsqu'il y vint plaider pour un procès. J'y allais en curieuse, et son air de droiture me frappa si fort que 2 ans après, sans le connaître, je n'hésitais pas à lui écrire pour lui demander conseil dans une affaire d'honneur. En ce temps-là, il recevait plus de 200 suppliques par mois, ce qui ne l'empêcha pas de me répondre sur le champ. Oui, sans doute, le style de votre missive laissait-il transparaître quelques-unes des grâces de l'auteur. M. Beaumarchais a toujours eu le goût très fin en cette matière. Et entrez. Entrez! L'imprimeur attend le bon à tirer. Oui, c'est bon, voilà. Il a tout aussi bien aidé les indigents et les filles mères. Pardon? Beaumarchais. Sa générosité n'est pas en cause. Le relâcherez-vous, monsieur le procureur? Comme vous y allez. Je crains pour sa vie, monsieur. Et il n'est aucun sacrifice que je n'épargnerai pour elle. Mais qui vous parle de sacrifice? Un procureur n'est pas un bourreau. Et de la part d'une jolie femme, il ne saurait rien exiger qui ne vienne un peu du cœur. Le président Panis vous fait mander pour la séance du comité. Je m'y rends sur l'instant. Vous voyez, tout le jour, je me dois à ma charge. Ah, il se trouve que j'ai un bureau juste en face de l'abbaye. Venez donc m'y attendre ce soir. Nous examinerons de plus près le cas de votre protégé. Et savez-vous ce que Beaumarchais représente aujourd'hui aux yeux du peuple? Un ancien garçon horloger qui habite un palais de 220 fenêtres, avec un billard à tribune, des parquets de mosaïque, des cheminées en marbre de Carrare et un jardin d'hiver où poussent des orchidées. Ce n'est pas un palais qu'il habite ce soir. Allons, allons, pas de mélancolie. Si je tiens compte de la volonté populaire, je ne suis pas un Brutus. Un, 2, 3, 4. Quand dans la plaine l'amour amène le printemps bien si chéri des amants, tout reprend l'air. Beaumarchais, on vous demande. Et qui? Monsieur Manuel et des municipaux. Qui de vous, messieurs, se nomme Monsieur Manuel? C'est moi. Ah, monsieur, nous avons eu un démêlé sur mes contributions, je sais, mais non seulement je l'ai payé exactement, mais même celle de beaucoup d'autres qui n'en avaient pas les moyens. C'est une affaire classée. Ah. Alors celle qui vous amène doit être bien grave. Pour que le procureur syndic de la commune, laissant les affaires publiques, vienne jusqu'ici s'occuper de moi. Monsieur, le premier devoir d'un officier public n'est-il pas de venir arracher de prison un innocent?
Votre dénonciateur Colmar a été reconnu un gueux. Sa section lui a arraché l'écharpe dont il est indigne et je le crois même en prison. C'est pour vous faire oublier notre débat public que j'ai demandé à la commune de m'absenter 1 heure pour venir vous tirer d'ici. Vous allez sortir à l'instant. Manuel, Manuel, enfin le nom d'un homme juste. Je savais bien qu'il s'en trouverait un sur ma route. Enfin, oui ou non, l'avez-vous convaincu? C'est-à-dire, citoyen ministre, que je l'ai préparé. A-t-il accepté les bons offices de Constantini? Oh, dans sa position actuelle, il est probable qu'il finira par les accepter. Position. Vous savez où il se trouve à l'instant, n'importe. Comment on l'aurait déjà? Ben, il faut bien croire, il ne s'est pas enfui. Est-il seul? Non, 2 officiers municipaux l'accompagnent. Ils m'ont remis ceci pour vous de la part du procureur syndic. De quoi se mêle la commune? On libère un trafiquant et on lui donne un brevet de civisme. Dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux que... Monsieur, notre entretien est terminé. Allez rejoindre qui vous envoie et demandez-lui de venir me voir tantôt. Bien, monsieur le ministre. Bien, monsieur. Dois-je introduire Monsieur Beaumarchais? Non. Je suis trop occupé. Qu'il revienne. Demain. Mon ami, je me suis présenté 3 fois ce jour et 3 fois ce gueux de ministre m'a tenu sa porte fermée en me remettant à plus tard. C'est à se manger les bras de désespoir. Vos forces vont vous trahir. À courir ainsi tout le jour. Mais si j'avais seulement ce passeport, je volerais moi-même en Hollande. Mais qui d'autre que lui, le ministre des Affaires étrangères, peut me délivrer? Vous n'aurez rien maintenant d'ici lundi? Partez donc dîner chez monsieur de Valubert. On vient de rouvrir les portes de Paris. Et après tout ce mauvais air, la campagne vous fera du bien. Vous savez pourquoi elles sont ouvertes? Il arrive de province des foules de volontaires. On dit que Verdun ne tiendrait pas 8 jours. Et mes malheureux fusils qui se morfondent en terre étrangère. Vous entendez? Vous entendez? N'entendez-vous pas le tocsin? Il court les bruits les plus alarmants. Danton se méfie de la commune. Et pour réduire son pouvoir, il voudrait la dissoudre et la faire réélire. Ma protection ne tient qu'à la commune. Écoutez donc, madame, et faites retraite. Ça retarderait mon affaire. Oh, ne fût-ce que quelques jours. Tâchez de convaincre, madame. Où est la petite provençale qui signait Mademoiselle Mémé? Mais dans votre souvenir et dans le mien. Mais que n'ai-je bon dit à Aix pour te répondre? Je t'aurais connu 10 ans plus tôt et tu n'aurais pas eu pour ami un vieillard. L'air qu'on respire est devenu dangereux. Et vous restez là, bien tranquille, dans cette grande maison stratégique qui défie tout le faubourg. Mes attestations sont affichées à ma porte. Oh, si votre vie ne tient qu'à de bouts de papier. Comme elle est devenue raisonnable. Éloignez-vous quelque temps. Tu m'accompagnes? Tes obligations me retiennent. Hein? Tes obligations me retiennent. J'irai donc tout seul par les routes, mon bâton à la main. Vous n'êtes point si démunis. Je veux dire qu'on va s'atteler. Au Carme, au Châtelet, à la conciergerie, partout ce fut le même assaut. Manuel. Manuel. Jamais je ne prononcerai ton nom sans avoir les yeux baignés de larmes. Il paraît que les plus enragés à n'épargner personne étaient de paisibles commerçants. La stupidité est l'état de l'homme sans passion, mais qu'il vienne à craindre pour ses biens, pour son confort, et le voilà devenu féroce. La chute de Verdun ne m'a rien arrangé. Comment? Verdun est tombé? Depuis hier, mais on ne l'a su que tantôt. Mais de qui tenez-vous tout cela? D'un commandant des gardes nationales qui est venu m'en avertir. Je dois vous le dire, mon ami,
Il est surtout venu me prévenir que votre fuite avait été signalée et que l'on vous recherchait. Mais j'ai quitté Paris en toute liberté. Et qu'importe, j'ai une cachette dans une resserre où vous allez vous tenir quoi pendant quelques jours. Non, je ne vais vous faire courir le risque d'une telle hospitalité. Et puis je dois gagner Paris. C'est folie. Mais si l'on a remarqué ma fuite, c'est qu'on cherche à me prendre en faute. Je dois joindre les ministres ou alerter l'opinion, ou sinon mes fusils se déchargeront contre moi. Mais Paris est plein d'égorgeurs. Eh bien, j'attendrai la nuit pour sortir. Voulez-vous une voiture couverte? Non. Les routes ne sont pas sûres. Je couperai à travers champs. Il y a des années que j'ai pas mangé une aussi bonne soupe. Est-ce qu'on est loin de Paris? De Bonne-Lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un du village qui s'y rend demain matin? Il y a moi? Oui. Je suis maraîcher. Et dans une petite heure, je chargerai ma charrette pour être à l'aube. Porte d'Ivry? Je dois rentrer à Paris. Mais quelqu'un doit m'y précéder pour convenir d'un rendez-vous. Car je ne saurais traîner dans les rues sans le plus grave danger. Pauvre monsieur. Vous pourriez me servir de messager? Ma foi... Après le marché? À qui c'est-il qu'il faudrait l'apporter, votre message? Au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le temps qu'on a perdu est bien irréparable. Mais partons du point où nous sommes. Pourriez-vous, toutes affaires cessantes, me recevoir demain à la nuit tombée? Vous savez que dans le jour, on pourrait me reconnaître et me faire un mauvais parti. Nouveau refus. Le ministre est couché, revenez demain matin à 9h. N'êtes-vous resté dans votre retraite campagnarde? Si t'étais mis condamné à vie, je tiens pas à finir mes jours dans un grenier. Les temps peuvent changer. Si sa porte reste fermée demain matin, je forcerai celle du Conseil des ministres. C'est pourquoi, estimé ministre, j'ai cru de mon devoir de faire irruption parmi vous. Si vous m'accordez ce cautionnement et ce passeport, je vole en Hollande et je sauve l'affaire. Sinon, je n'en réponds plus. Et viennent les Hollandais à passer du jour au lendemain dans le camp de nos ennemis. Et ces fusils sont perdus pour la nation. Alors qu'elle les a déjà payés. Pardon? N'avez-vous pas écrit jadis: le meilleur moyen de faire promptement fortune est de recevoir avant d'avoir fourni et de se dispenser de fournir après avoir reçu? Vous me faites bien de l'honneur, monsieur, en citant de mémoire mon Figaro. Direz-vous que ce valet ait toujours été cher à votre cœur? D'autant moins qu'il m'a valu 5 interdictions royales, 7 fois les foudres de la censure et la prison de Saint-Lazare. Vous en êtes vite sorti. Pardon? Messieurs, venons au fait. Nous essayons seulement d'y voir clair dans une affaire qui me paraît passablement embrouillée. Oh oui. Vous prétendiez, Clavière, que ces fusils étaient payés d'avance. 500 000 francs depuis avril dernier. Ne nierez-vous? N'ayant pas de disponibilité suffisante pour procéder à l'achat de ces fusils, j'ai effectivement sollicité et obtenu de vos prédécesseurs une avance de 500 000 francs. Ça change tout. Mais elle me fut versée en assignats, qui ne valent au cours européen que 390 000 francs. Et de plus, je n'ai perçu cette avance qu'en échange d'un dépôt de 745 000 livres de rente entre les mains du notaire de la guerre. C'est celui de votre département, monsieur, renseignez-vous. Je suis souffrant. Vous m'envoyez désolé. Mais le dit notaire détient mes tristes fonds depuis 6 mois. Si bien que l'État m'est toujours débiteur de 455 000 livres. De toute façon, je ne puis rien décider sans en référer à la commission des armes. Souvenez-vous, monsieur, en mai dernier, comme vous étiez une première fois ministre, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir en compagnie du général Dumouriez. Sur son avis, vous avez accepté de me faire cautionner par les banquiers des Pays-Bas. N'est-ce pas? Le 13, comme je passais aux nouvelles, hélas, vous n'étiez plus en place. Et non seulement vos bureaux étaient vides, mais vous aviez emporté mes dossiers. Vous marchez, mesurez vos paroles. Je ne les mesure qu'à un seul étalon, la vérité. Un seul.
pensez-vous, servant? Ces banquiers étaient en affaire avec Dumouriez, pas avec moi. Mais aujourd'hui, face aux Prussiens, c'est lui qui manque des fusils, ça n'est pas vous. La commission des armes en jugera. Ah, alors qu'elle veuille bien m'entendre, je suis prêt à plaider ma cause autant de fois qu'il le faudra. Vous voyez, Clavier, après tout, il est aux finances. Excusez-moi, messieurs. Approchez, Caron. Pardon. Approchez. Merci. Ce cautionnement est nouveau, il ne figurait pas dans le premier traité. C'est pourquoi on dut en faire un second. Ce n'est pas une réponse. La guerre a tout changé, pouvais-je le prévoir? Donnant le cautionnement, le gouvernement serait-il sûr d'avoir à la fin les fusils? Oui. Si l'on ne gâte pas 10 fois l'affaire comme on l'a fait jusqu'à présent. Quand récupérerons-nous la somme? Pardon? Oui, le remboursement de la caution est bien assorti d'une clause. Les Hollandais exigent que les fusils partent pour les îles sous le vent. Aux Amériques, mais c'est énorme, exorbitant. Nous n'allons pas expédier les fusils aux antipodes. Les voix sourdes du commerce vous sont bien étrangères. Mais une fois sortis ces fusils de Hollande, je vous garantis de les livrer au Havre. Et dans les délais les plus rapides. Si vous étiez si hautement qualifié, l'affaire ne traînerait pas depuis 5 mois. Mais c'est vous, monsieur Lebrun, vous qui me le reprochez. Quand vous faites tout le contraire de ce qu'il faut pour qu'elle aboutisse. Messieurs, c'est intolérable. Qui me tient sa porte fermée? Qui refuse son visa à mon agent Lahogue et fait saisir les papiers dont il était porteur pour notre ambassadeur à Amsterdam? La municipalité du Havre. Et comment donc le sauriez-vous si ça n'était sur votre ordre? Ce Lahogue est votre homme. Et n'ayant pas confiance en vous, je ne saurais avoir confiance en lui. Et d'ailleurs, je ferai désigner quelqu'un pour surveiller vos opérations en Hollande. Mais désignez qui vous voudrez, pourvu que vous m'accordiez les mêmes facilités qu'à un certain Constantini. Je ne connais pas cet individu. Vous le connaissez si bien que vous m'avez dépêché l'un de ces hommes demain en prison. C'est faux. Misérable bavardage, je ne connais que l'ennemi, battons l'ennemi. Pour cela, il nous faut les fusils. Alors, peu importe qui les achète et qui les vend. Je ne me mêlerai plus de ces opérations mercantiles. Elles ne s'accordent guère avec le genre de connaissances qu'exige mon département. Elles ne sont pas non plus de mon ressort. Je ne débourserai plus un sou, sauf avis express de la commission des armes. Messieurs, pour moi, il ne s'agit plus de commerce. C'est une affaire d'honneur et de patriotisme. Et je vais même plus loin. D'obstination. Quoi? Vous mettez votre entêtement au-dessus du patriotisme? Quand un homme s'est fixé un but, même concret, même relatif, et qu'il y consacre toutes ses forces, il arrive un temps où ce but prend soudain figure d'absolu, et où plus rien ne compte que de l'atteindre. Et c'est pourquoi, messieurs, j'irai jusqu'au bout. Citoyen Danton, à vous de juger s'il s'agit là de propos révolutionnaires. Pourquoi vous êtes-vous fourré dans ce guêpier? Je n'avais que le choix des risques. Je me suis exposé au péril d'être utile à mon pays. Encore? Quand un libraire de Bruxelles m'est venu proposer ce marché, j'ai tout d'abord refusé. Oui, à mon âge, c'était beaucoup trop lourd. Un libraire? Pour des fusils? Le cheminement des armes de par le monde suit parfois des voies capricieuses. Et bien souvent, c'est l'adversaire qui vous les fournit. D'où proviennent celles-ci? De l'empereur Léopold, qui les a saisis au Brabançon après avoir brisé leur révolte. Ce sont donc bien des armes ennemies, il nous les faut. Mais c'est pourquoi, pressé de toutes parts, j'entamais l'affaire. Mais les bureaux s'en mêlèrent. Et vous connaissez leur devise. Nul ne fournira rien, hors nous et nos amis. Ce sont là de graves accusations. Comment ne pas les formuler quand un certain Constantini peut obtenir ce que l'on me refuse à moi? Il faut bien qu'il ait l'appui de l'un ou de l'autre de vos collègues. Mais vous n'en avez pas la preuve. Et le moment est mal choisi de discréditer un ministre quand toute la nation doit faire front derrière nous tous, face à cette armée de mercenaires qui bivouaquent en Champagne. C'est mon pays, vos marchés. Et comme vous, je n'ai qu'un but, les en chasser. Que l'organisation des fournitures militaires soit mauvaise, j'en sais plus long que vous là-dessus. Mais le rendre public, ce serait un crime. Ne m'accuse-t-on pas publiquement, moi? Si quelqu'un, quel qu'il soit, fût-il le dernier des gredins, peut rapatrier ses fusils plus vite que vous, acceptez son office. Et écrivez-nous une belle pièce, là, pour exalter nos volontaires. Que diable, nous n'allons pas fonder une république de Visigoths. Vos talents y trouveront leur place. Citoyens,
Je crois avoir donné à la France un ou deux ouvrages qui peut-être me survivront. Mais aujourd'hui, ce sont ces 60 000 fusils dont je veux lui faire hommage. Vous êtes un orgueilleux. Vous devriez me comprendre. Bon, je vais peser de tout mon poids sur cette commission de gens foutres pour qu'elle vous accorde passeport et cautionnement. J'ai toujours eu l'appui des esprits supérieurs. Oui. Mais les médiocres me l'ont fait payer cher. Le 21 septembre, me voilà reçu par un Lebrun méconnaissable. Mon cher Beaumarchais, vous savez ce que nos soldats chantaient en chœur hier à Valmy, vive la nation. Oui. Eh bien, aujourd'hui, nous pourrons leur répondre, vive la République. J'apprends à l'instant que la Convention nationale réunie pour la première fois vient de voter à l'unanimité l'abolition de la royauté. À la République? À la République. Et à vos fusils républicains. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, j'ai reçu l'avis de la commission des armes. Vous avez gain de cause sur toute la ligne. Je vous sais gré de me l'apprendre. Nous allons donc hâter votre départ. Voici un double du traité du 18 juillet que vous remettrez à notre ambassadeur, M. de Maulne. Et puis j'ai donné ordre qu'on prépare vos passeports. Mais le cautionnement? Il vaut mieux pour vous et pour moi que je l'envoie directement à de Maulne. Puisque l'affaire étant à nous, c'est au nom du gouvernement qu'il doit le donner. Et puis le transfert en sera plus sûr et plus prompt. Je l'espère, car c'est le préalable à tout. Mais soyez sûr qu'il le recevra avant votre arrivée à La Haye. Dites-moi, je crains de manquer d'argent frais pour l'entretien des fusils. Pas si besoin, je vous en ferai avancer par de Maulne. Oui. Et puis profitez donc de votre séjour là-bas pour vous renseigner du prix des toiles et autres objets importants. Je vais en faire dresser la liste. Revenez demain matin, je vous remettrai le tout. C'est sur la foi de vos paroles, monsieur, que je pars. Vous pouvez y compter. 917, 918, 919, 920, 921... Le compte y est. Largue. Oui. Savez-vous qu'il m'arrivait parfois, la nuit, dans un cauchemar, d'imaginer qu'une armée occulte d'hommes en cagoule me les dérobait? Oui. Ah, ça n'était qu'en rêve, hein? Ah, oui. Et le jour, tout au contraire, quand je défendais âprement leur existence dans les bureaux, il me venait un doute. Ah. Ne les avais-je point inventés? Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'une fiction de fusil que le diable m'aurait vendu pour me perdre? Bon, ben alors vous voilà rassurés. Ils pèsent leur bon poids. Et l'armateur que j'ai joint pour le transport est en train d'en faire le calcul. Fusil! Mes chers fusils, vous êtes peut-être le fardeau de mes vieux jours, mais je vous fais gardien de mon honneur et témoin de ma démesure dans un monde de fripons et de calculateurs. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, j'étais en train de haranguer mes fusils. Car s'ils n'ont point combattu à Valmy, peut-être leur refus de passer à l'ennemi nous a-t-il valu la victoire, en attendant des prouesses plus actives. C'est le vœu que je forme, mon cher ami. Et c'est pourquoi j'avais accepté d'en prendre livraison sur place, en attendant le cautionnement. Comment, vous êtes toujours sans nouvelles? Ah, c'est bien pire. Ah. Au courrier de ce matin, Lebrun m'envoie diverses instructions sur divers sujets, mais me laisse sans nouvelles sur votre affaire. Ah. Par contre, une lettre signée de sa main m'a été remise ce matin par un sieur Constantini, qui d'ailleurs vous attend dehors. Oui. Revoilà le Corse Métros. Vous le connaissez? Mais pardi, c'est la tête mercantile du Trium Rapina, Constantini, l'archer, le bras. Moins fort, je vous en prie. Que dit cette lettre? Que le porteur a obtenu le privilège exclusif de fournir au gouvernement tout ce qu'on tire de Hollande. Mais mettez-vous à ma place. Dans ces conditions, il m'est impossible de réceptionner vos armes. Et pourriez-vous en faire le simulacre? Monsieur! Oui. Devant tous ces gens, vous êtes d'une témérité. Savez-vous que sur simple dénonciation, je peux me retrouver consul en Papouasie? Monsieur de Maulne,
Au nom de la France, qui survit à tous les régimes, tout comme la diplomatie, je vous demande seulement de procéder à la réception sans en dresser procès-verbal, le temps que j'aille entretenir ce gredin. Vous voyagez beaucoup pour un Corse. Oh, n'insultez pas mon pays où je vous étripe. C'est ainsi que vous faites affaire. Un couteau entre les dents. Cette affaire, c'est vous qui me l'avez soufflé. Mon correspondant Anvers fut le premier à m'en parler. Même que j'avais fait venir 4 fusils avant tout le monde. Et que le ministre du Portet les avait jugés bons. Mais vous me l'apprenez, mon cher. Là-dessus, on me laisse en plan et vous obtenez cette préférence de prédilection. Oh, c'était d'autres ministres. Et l'on vint m'en prier. En ce temps-là, vous étiez bien en cours. Mais la roue a tourné. Et maintenant, j'ai le privilège. Alors vous allez filer tout maintenant. Traduisez-moi les jurons, s'il vous plaît. En bon français. Oui. Vous allez me céder toute la cargaison à 7 florins et 8 sous la pièce. Que vous revendrez 12 au gouvernement. Et je vous décharge de tout le reste. Et combien prend le ministre? Pas d'un seul ars, hein. Sinon, le malheur pourrait bien tomber sur vous et sur votre famille. Misérable! Et vous croyez que je vais céder à de pareils chantages, hein? Lâchez-moi. Lâchez-moi. D'ici demain soir, vous aurez réfléchi. Et vous viendrez me voir à cette adresse. Trop tard. Les fusils appartiennent maintenant à la nation. Monsieur de Maulde vient d'en prendre livraison à l'instant même, selon un accord signé ce matin. Mais le privilège. Allez vous en expliquer avec ceux qui vous envoient. Cristaccio. Cette fois, l'affaire est foutue. J'ai tout entendu. Que comptez-vous faire des 600 000 francs d'avance? Acheter autre chose pour l'Almer. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver ici? Du fromage? De quel droit engager ainsi ma parole? Mais hier, vous aviez convenu d'assurer cette livraison. C'était avant de connaître la missive de Lebrun. Mais il vous suffira d'antidater l'acte de réception. Non, la comédie serait trop grosse. Lebrun s'en apercevra tôt ou tard et j'en subirai toutes les conséquences. Il faut que je rattrape ce Constantini. Ainsi, vous me préférez un coquin reconnu? Je sais comme particulier ce que la justice et l'honneur me prescrivent. Mais comme garçon ministre subordonné, dès lors je ne peux qu'obéir. Monsieur de Maulde, voulez-vous me condamner à vie au pain de l'exil? Beaumarchais, en me prêtant à votre subterfuge, j'en risquerai tout autant. Et si Lebrun vous est hostile, je veux bien passer outre, à condition d'avoir un ordre écrit d'un autre ministre. Voyez Pache à la guerre. Qui est Pache? Le remplaçant de Servan tombé malade. Et je peux vous dire en confidence que c'est un certain Hassenfratz qui a la haute main sur toutes les fournitures. Ai-je l'honneur de parler à monsieur Hassenfratz? Tu n'as point l'honneur. Je suis point monsieur, je m'appelle Hassenfratz, que veux-tu? Je viens de la part de mon ami Beaumarchais. Que fait-il ses commissions lui-même au lieu de traîner ses guêtres en Hollande? Il y attend le cautionnement promis pour ses fusils. Promis par qui? Par le citoyen Lebrun. Va voir Lebrun. Il semble revenu sur sa promesse. Tu voudrais que je tienne celle des autres? D'abord, des gens très compétents ont appris que ces fusils étaient de mauvaise qualité, ce serait un marché de dupes. Nous en avions fourni le modèle. Secondement, nous n'avons pas besoin d'armes. Nous en avons plus qu'il ne nous en faut, qu'il fasse des siennes ce qu'il voudra. Pourriez-vous me faire tenir cela par écrit? Tertio, nous venons de créer un directoire des achats pour éviter tous ces tripotages. L'affaire lui sera soumise. En attendant, citoyen, ne pourriez-vous, je vous en prie de tout cœur, autoriser notre ambassadeur à recevoir l'expropriation légale des armes? Il fait le plus grand cas de vous et nous a recommandé votre équité. Quel est ton nom? Gudin. Ainsi, les fusils seraient à l'abri des convoitises étrangères. Je sens en toi une fibre républicaine qui m'émoustille. Allez, je vais voir ce que nous pouvons faire. Je te remercie, citoyen. Sors-moi le dossier Beaumarchais. Il est en communication aux affaires étrangères. Voici tout le dossier. Et j'y ai joint quelques pièces secrètes dont vous voudrez bien taire la provenance. Puis-je en prendre copie? Certainement.
Mon cher Lecointre, votre réputation d'intransigeance est plus à faire. Encore faut-il l'entretenir. Que voulez-vous dire, citoyen? Qu'on murmure sur votre compte. Quoi, le fier député qui dénonça tant de scandales sous la législative serait-il devenu un conventionnel muet? C'est que je frappe si fort, citoyen, qu'il me faut longuement préparer mes coups et viser juste. Je vous offre là une cible de choix. La lettre est formelle. Pas d'expropriation légale jusqu'à nouvel ordre. Tenez, voyez vous-même. Mais non, je la souillerai. Pour le ministre signé Hassenfratz. Hassenfratz. Ainsi, ce nouveau venu est déjà gagné au parti des bureaux. Nul ne tentera rien qui nuise à la marche ordinaire du pillage. Mais c'est le mot d'ordre de la confrérie. Qu'allez-vous faire? Établir ici mes quartiers d'hiver et inonder Paris de pétitions. Les appartements sont à votre disposition. Je vous remercie, mais c'est ici même que je veux demeurer, barricadé au milieu de mes fusils, défiant l'Europe de venir y toucher, et faisant honte à mon pays d'en refuser l'offrande. Monsieur de la folie, vous allez périr de froid. Non, je m'enduirai de graisse, comme les Esquimaux. Et comme eux, vous crierez dans le désert et l'on vous oubliera. Croyez-vous que mon nom n'éveille plus aucun écho? Ainsi, vous ai-je prouvé par l'examen détaillé des traités que Beaumarchais a reçu 500 000 francs du Trésor sans avoir jamais rien fourni, et ce malgré les sommations réitérées des ministres. Je tiens, d'autre part, à votre disposition les preuves d'une correspondance secrète qu'il entretient avec le ci-devant roi, dont le but évident de restaurer son pouvoir. C'est pourquoi je vous demande de le décréter pour dilapidation, détention maligne d'armement et confusion avec les ennemis du peuple. Si j'ai tenu à vous voir personnellement, c'est pour vous préciser l'importance de la mission extraordinaire qui vous est confiée. À vos ordres, citoyen ministre. Vous devez surprendre l'ennemi du peuple que vous êtes chargé d'arrêter en Hollande. Pour cela, il vous faut précéder le courrier le plus prompt. Tuez 10, 20 chevaux sous vous. Les relais seront près de nous. Je n'endormirai point, citoyen ministre. Bravo. Même si vous arrivez de nuit, saisissez-le, garrottez-le et nous le ramenez sans répit. Citoyen ministre, c'est que son adresse ne figure pas sur mon mandat. Comme dans sa rouerie, il nous l'a caché. Voici un pli pour notre ambassadeur qui vous la communiquera. Monsieur, vous n'entendez pas? Quoi? On tambourine à la porte. Prenez un pistolet et allez voir. Je vous rejoins. Oh, les gueux. Les gueux. Jusqu'ici. Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est monsieur l'ambassadeur. Hein? Non, c'est monsieur l'ambassadeur. Ah, bah qui non? Restez dehors et faites le guet. Oui. Marchez, il faut fuir sur le champ. Qu'est-ce que c'est? La clique de Constantini? J'en soutiendrai plutôt le siège. Le coup vient de plus haut. Hein? Un gendarme, porteur d'un mandat d'arrêt, est venu me réveiller pour me demander votre adresse. Il était porteur d'un mot de Lebrun. Ah, Lebrun, le scélérat. Mon refus de composer l'a poussé à l'action. Et de quoi m'accuse-t-on? J'ai fait la bête pour apprendre que vous êtes décrété à la Convention. Comment? Décrété à la Convention. Décrété à la Convention? Je préfère aller m'en expliquer sur place. Pour correspondance avec le roi, le coup est trop grave. Mais ça fait 18 ans que je ne lui ai pas écrit. Ah non, cessez d'argumenter, je vous en prie. J'ai donné l'adresse de votre ancienne hôtellerie. Oui. Mais là-bas, on jasera. Les émissaires auront tout fait d'être ici. Oui. Mais où irais-je? J'ai un cheval, tout prêt pour vous, à 2 pas d'ici. Filez jusqu'à Rotterdam. Et mon pistolet? Pistolet. Et vous vous embarquerez pour l'Angleterre. Hein? Oh non. Qu'avez-vous? 60 ans. 10 lieues à faire à cheval dans la nuit. Encore une traversée affreuse. J'ai cru périr en venant tellement la mer me secoue. Non, je préfère rester ici. Mais c'en est fait de vous. Non, il est illégal de m'arrêter en terre étrangère. Voulez-vous mon avis? Cela tient de coups de main. Alors je brûlerai la cervelle du gendarme. Et vous serez banni de France à jamais, loin des vôtres. Mon Eugénie. Allons, prenez sur vous. Les cavaliers approchent. Ah, ça me rajeunit. Il est bien temps. Où sont les chevaux? À 2 pas d'ici, dans un bosquet. Oui.
une autre issue. Je les ai condamnés pour éviter les vols. N'importe. Il faut lanterner pour leur ouvrir et leur donner la comédie de l'homme arraché au sommeil. Ça sera facile, j'en sors. Oui, cependant que nous deux... Je joue mon ambassade. Non, vous jouez la scène du placard. Allez, dépêchez-vous. Et le lit, aidez-moi. Aidez-moi. C'est ça. Oui. J'ai au moins appris ça au Saint-Denis. Dame, nous étions 6 enfants. Allez, dépêchons-nous. Tu étais bien long à ouvrir. Madame, c'est que j'étais bien avant dans mon sommeil, hein. Où est mon marché? Ah, mon maître est pas là. Quand rentre-t-il? Ah ben, d'abord il couche pas ici, hein. Dame, ça serait pas sa place. On m'a dit tout le contraire. Et d'abord, à cette heure-ci, il va vers l'Angleterre. Oh, foutre nous aura devancé. Ouais. Est-ce qu'il est venu un émissaire avant moi? Ah non, il vient jamais personne. Mais le lit, à qui il est le lit? Ah bah ça, c'est au gardien. Oui, comme sa femme est accouchée d'hier, alors cette nuit, il m'a laissé seul. Non, parce que d'habitude, on se relaie. C'est que ça vaut cher, hein, tous ces fusils. Oh oui. Ah ouais. Je n'en ai jamais vu autant. Hein? Et dire que nous avons de vieux mousquets, nous. Oh, attention, non, ils sont pleins de graisse. Car la graisse de fusil, il n'y a rien de pire pour les yeux, hein. Ça rend aveugle. Toi, si tu nous caches quelque chose ou quelqu'un, tu sais ce qui t'attend. Hein. Bon, ben alors, fouillez tant que vous voudrez. Moi, je me recouche. 2 jours et 2 nuits sans dormir, et tout ça pour rien. Bon, puis on va pas crever pour la République, hein. Moi, je vais dormir ici. Hey. Et nous, sergent? Il nous faut veiller à tour de rôle. Je commence. Dormez. C'est moi, Laog. Ils dorment comme des souches. Alors filez le long du mur, je vous montre le chemin. Mais si l'un d'eux s'éveillait, je viendrai de faire ma ronde. Hey. Et maintenant, si nous la faisions, cette promenade à cheval? Quelle curieuse idée de nous écrire par le biais d'un journal anglais. Il a toujours rendu public ses sentiments. Que dit-il, maman? Il compte comment il a échappé à un complot. Il se disculpe des accusations lancées contre lui. Toute cette affreuse trame n'est qu'une vile scélératesse pour tâcher d'arriver à une grande friponnerie. Tout ceci ne facilitera guère sa rentrée en France. Mais il lui faut bien se défendre s'il est dans son bon droit. Il est en prison. Pourquoi cela, maman? Pour dette. Un créancier l'y a mis. Madame, vous lisez cette malheureuse lettre dans les journaux anglais. Quel tort elle fait à notre ami. Émigré, crie-t-on de toutes parts. Il est bien certain qu'il eût mieux fait de rentrer. Même sans ses fusils. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Il est en bas, sous la forme d'un huissier qui vient mettre les scellés sur votre maison. Mais de quel droit? Il vient d'émigrer, je suppose. Quoi, déjà sur la liste? Je ne sais, tout va si vite. Ah, ne pleurez pas, je vous en prie.
C'est déjà bien assez d'être obligé de déguerpir, tandis que lui, là-bas, se morfond. Et j'y pense. C'est un cas de force majeure. Comment pourrait-il revenir puisqu'il est détenu? En remboursant sa dette? 10 000 livres. Mais où trouver ces 10 000 livres? Data! À visitate, Sia. Bien le bonjour, monsieur mon créancier. Croyez-vous que ce soit des façons d'enfermer ainsi des gens? Et où voulez-vous que je les trouve, moi, ces 10 000 livres? Dans un trou de souris? Mille pardons, mon ami. Ah, votre ami, je croyais l'être. Depuis 10 ans que nous sommes en affaires. C'est par amitié que je vous ai fait mettre ici. Ah. Il vaut mieux être en prison pour dette que pour espionnage. Savez-vous qu'on murmure dans tout Londres que vous êtes un agent secret? Émigré pour Paris, agent secret pour Londres. Nos gouvernants devraient bien s'entendre sur mon cas. Figurez-vous que votre République vient de déclarer la guerre à l'Angleterre et à l'Hollande. Hein? Figurez-vous que votre République vient de déclarer la guerre à l'Angleterre et à l'Hollande. Oh, ça je l'avais prédit. Et voilà mes infortunés fusils menacés de confiscation. Comme bien ennemis. Et moi ici, impuissant. Il y a une façon de tout régler. Vendez-les-moi. Jamais. Ne dis pas jamais. Même si je vous libérais, vous ne feriez que changer de prison, alors réfléchissez. Mon cuisinier personnel vous fera apporter vos repas. Bourgogne ou Bordeaux? Goddamn! Citoyens, les lettres des généraux que l'on vient de vous lire fardent de la vérité. Je reviens de Belgique où j'ai vu nos armées harcelées de toutes parts. À Liège, 100 canons et 40 000 fusils sont tombés aux mains du prince de Cabourg. Les siens dont on fait fi, c'est une honte. Taisez-vous. Un Maastricht! Le siège est levé. Partout, la population se soulève contre les fuyards et coupe avec mépris les arbres de la liberté. Il faut le dire à la France entière. Si vous ne venez pas au secours de vos frères de la Belgique, si Dumouriez est enveloppé en Hollande, si son armée est obligée de mettre bas les armes, qui peut calculer les malheurs incalculables d'un pareil événement? La fortune publique anéantie, la mort de 600 000 Français pourrait en être la suite. Citoyens, vous n'avez pas une minute à perdre. Vous non plus, Beaumarchais. Voilà vos fusils encerclés, peut-être déjà saisis. Seulement, s'il devient ma propriété, alors ils sont intouchables. Et perdu pour la France? Perdu pour perdu. Moi, je vous les paye. Un bon prix. Oh. Beaumarchais, je suis votre ami. Je peux même attendre un peu pour les revendre. Alors, on fait une vente à réméré? Comment dites-vous? Une vente qui me laisse un droit de rachat exclusif pendant un certain délai. Disons 6 mois. 2 mois. Avec un bénéfice d'un florin par fusée si vous rachetez. Vos conditions sont les miennes. Mémoire des 6 époques, compte rendu des 9 mois les plus pénibles de ma vie. Quel homme, tout cela est trop long. Faut faire court et vite pour être entendu de nos jours. Ces fusils sont menacés. Oh, ces fusils étaient une fable. Maintenant, ça devient une épopée. Je n'ai pas le temps de dire tout ça. Bon, que me veut-il? Faire rapporter son décret le temps qu'il puisse venir s'expliquer sur tout. Et assurer sa sauvegarde sur le territoire français. Eh bien, qu'il vienne, la maréchaussée le protégera. Un mot de vous, citoyen. Bon, je vais prévenir Gara à l'intérieur, il aura droit à 2 gendarmes. Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas Beaumarchais? Mais si, messieurs, pourquoi? Eh bien, suivez-nous. Et où cela? Depuis que j'avais reconnu ce loustic, une angoisse m'avait saisi. Étais-je tombé dans le plus sot des pièges? Ce Gara qui m'avait écrit, n'était-il pas le complice de Lebrun? Montez. Après vous, messieurs. Rien n'est plus terrifiant que l'obscur ressentiment d'un gendarme bafoué. Je sentais l'esprit de vengeance gronder en lui comme un orage. Messieurs, le citoyen n'entend mon ordre de son amitié. Je me mets sous sa protection, menez-moi directement jusqu'à lui. Il est reparti en mission aux armées. Dumouriez, je vous ai toujours soutenu. Mais votre lettre à la Convention est une véritable déclaration de guerre au régime. Il me faut rapporter un désaveu de vos accusations. Elles sont fondées. Vous ne pouvez pas déclarer que le ministre de la Guerre est responsable de nos défaites quand il va envoyer 300 000 hommes de plus à nos frontières. Avec quel équipement? Et quelles armes?
De l'instant que vous avez créé votre directoire des achats, mon offensive a eu les ailes coupées. Bon, certes, nous avions des fournisseurs qui prenaient un gros bénéfice, mais enfin, ils fournissaient. Depuis la réglementation, plus rien n'arrive. Tenez, prenez les 60 000 fusils dont Beaumarchais nous rebat les oreilles depuis 1 an. Ils croupissent toujours de l'autre côté de nos lignes. Ne tient qu'au personnage. Mais si c'est un coquin utile, servons-nous-en. La convention l'a décrété. La convention 300 imbéciles qui se laissent conduire par 400 brigands. Elle n'aura bientôt plus de pouvoir que dans la banlieue de Paris. Voulez-vous dire que vous-même ne reconnaissez plus son pouvoir? Je veux dire que les Belges s'en accommodent fort mal. Ni les pillages d'église, ni les biens confisqués n'ont servi notre cause. Vous êtes trompés, Danton. Nos lois républicaines ne sont pas exportables. Général, la République vous doit beaucoup. Mais si vous la mettez en question, elle pourrait vous mettre aux arrêts. Très juste. Vous êtes porteur du mandat. Mais qui trouvera-t-on ici pour l'exécuter? Soldats! On cherche un volontaire pour vouloir m'arrêter. Dumouriez, c'est notre père. Personne n'y touchera. Nous le suivrons partout. Alors, ces messieurs du comité en ont pour toute la nuit. Mais voilà 3 semaines que j'assiège leur porte et ça n'est pas pour demander l'aumône. Que faites-vous ici, mon ami? Mais j'attends chaque jour comme une ombre plaintive l'ordre de revenir le lendemain. Mais je vous croyais à l'étranger. On m'a accordé un sursis dont on détruit les faits en refusant de m'entendre. Perrego, je vous en prie, vous qu'on dit être le banquier de Danton. Comme vous y allez. Hein? Disons le conseil financier du comité de salut public. C'est tout comme. De grâce, obtenez-moi une audience au plus vite. Y a-t-il quelque élément nouveau dans votre affaire? Oui, le fait est aux poudres. J'ai dû en février dernier céder mes fusils à un Anglais, sous le couvert d'une vente à Réméré. Le délai de 2 mois est expiré, et les lettres pleuvent d'Angleterre pour m'annoncer qu'il va bientôt revendre. Légalement, il a le droit. L'Anglais est un ami. Sinon, il n'y mettrait pas tant de façon. Je vais pouvoir en faire état auprès du comité. Certains d'entre vous, citoyens, n'ont pu assister aux séances précédentes. J'ai donc cru bon de les éclairer sur ma demande de 600 000 florins. 52 345 florins, bénéfice du négociant anglais. 1 florin par fusil. Ainsi, vos 60 000 fusils ne sont plus que 52 345? Qu'avez-vous fait des autres? Je les avais achetés en bloc. Le triage n'en a révélé que 52 345, en parfait état, et tous munis de leurs baïonnettes. 45 310 florins pour frais de chargement, transport, assurance et 50 000 florins pour le cautionnement. J'y réfléchi cette nuit. Cette clause bloque tout. En mai dernier, Dumouriez l'avait admise pourtant. Dumouriez, ce traître. Alors, quand bon, pas de traîtrise rétroactive. Oh, hier encore, tu le défendais. Mais que Dumouriez produit des solides de moi qui puissent donner lieu à l'ombre d'une inculpation. Je livre ma tête. Au fusil, messieurs, au fusil. La seule question est de savoir si nous consentons ou non à perdre ce cautionnement. Les 2 façons de le perdre. Dans les 2 cas, les armes seront expédiées sous pavillon neutre pour l'Amérique. Alors que le bateau sera en mer, ou bien nous le dirigerons vers la France, ou bien nous le faisons enlever par un de nos corsaires qui l'y amènera. C'est du pilote picaresque. C'est pratique courante. Et pour ne pas payer caution? Il suffit que le bateau fasse vraiment le détour par l'Amérique, où il recevra un acquis à caution déchargée. Ça demandera quel délai? 4 à 6 mois. Extravagant. Pendant ce temps-là, au moins, les fusils ne seront pas dirigés contre nous. Faut choisir, citoyen. Je choisis le refus. En bloc. Comme l'achat malheureux que vous avez fait. En ce cas, messieurs, pourquoi ne pas vous cacher la nouvelle destination des armes? Mon anglais, qui est honnête homme, m'en avertit ce matin. L'acheteur qui a pris une option doit les expédier en Vendée via Guernesey. Chez nos pires ennemis. Ceux de l'intérieur. Avec des piques et des mousquets, la contre-révolution a gagné 8 départements. Après Saumur-et-Cholet, les insurgés menacent Nantes. Nous avons dû envoyer contre eux en malposte 30 000 hommes des armées du Nord et du Rhin.
Sous le signe de la croix de Jésus et de l'étendard royal, ces brigands pillent, violent, massacrent, coupent des poignets, enterrent nos soldats vivants, et vous pourriez tolérer qu'on leur livrât 52 000 fusils. Un citoyen craignait la colère du peuple. Les libérations sont secrètes. Le mémoire de Beaumarchais circule déjà dans tous les clubs. Sans parler des insinuations de Marat qui demandait hier à la Convention le comité de salut public sommeille-t-il ou refuse-t-il d'agir? Que proposes-tu? Ne lésinons pas, offrons 800 000 florins à l'anglais au lieu de 600 seulement. Tout frais compris et une fois les fusils rendus dans un port de France. Ah, citoyen, vous compliquez ma tâche. Car dans ce cas, c'est lui, un étranger, qui doit hasarder ses fonds à la grosse aventure. À vous de lui faire miroiter un plus grand profit. Donnons 3 semaines à Beaumarchais pour signer le rachat et... Oui. 5 mois de délai pour le détour par l'Amérique, qui est plus sûr. Sinon, le contrat sera résilié. Mais je ne pourrais retourner l'anglais sans une certaine avance. 100 000 florins devrait suffire. Vous prélevez l'argent. Le ministre de la Marine fera une ordonnance sur la trésorerie pour Perregaux. On a signé. À condition que vous puissiez nous trouver des florins. Cela est possible. En Suisse. Des réceptions de vos assignats, je ferai tenir l'argent à Bâle. À Bâle. Soyez prompt, n'ayez qu'une pensée, pas de fusil pour la tomber. Citoyen, pour l'instant, je ne saurais quitter la France sans mission officielle. Oui, j'y suis sous le coup d'un décret. Et je ne tiens pas, une fois la frontière franchie, à ce qu'on remette les scellés chez moi. Eh bien, je propose que Beaumarchais soit nommé agent secret de la République. Oui. Et que ses biens soient mis sous la sauvegarde de la République pendant la durée de sa mission. Oui, oui. Au revoir. Adopté. Je passai par Terre-Vert, saluai mes fusils. Face à eux, ancré dans le port, un vaisseau anglais attendait son heure. Je laissai Laoc sur place avec quelques hommes de main pour parer un coup de force. Le temps de rejoindre mon anglais. 3e traversée de la Manche. Ah, mon ami, je ne peux pas. Pourquoi? Il est passé une loi terrible aux communes, punissant des morts tous sujets anglais qui vendraient des armes à un agent de l'ennemi. Et quand est-elle passée? Fin mai. Et la décision du comité date du 22 mai. Ainsi, Londres en aura été avisé aussitôt. Qu'avez-vous? 70 ans. Allons, vous dévaguez. Comment ne pas vieillir à vue d'œil quand les hommes, les éléments, les événements, tout concourt à me briser. Je vais vous donner un peu de brandy. Merci. Voyons. Faisons le point. Si vous vendez à votre compatriote, je suis proscrit. Si je vous vende, je suis perdu. Il faut donc que mon nom ne paraisse plus dans cette affaire. N'est-ce pas? Eh bien, c'est possible. Une maison de commerce de Londres, la vôtre, va vendre à une maison de Hambourg, celle de notre ami Martin Schulz, pour le compte d'une maison américaine. Mon correspondant intime à New York. Ainsi, tout se passera sans heurts, entre nations bien ensemble. Mais il faut m'accompagner à Hambourg pour la vente. Vous signerez, et moi, je resterai dans l'ombre. Beaumarchais, on dirait vraiment que vous traitiez avec le diable. Chut, taisez-vous. Il nous écoute. Alors, vous en êtes? J'en suis. Par toutes ces précautions de haute politique, j'étais resté, comme vous le voyez, le vendeur, l'acheteur, enfin maître de tout. Le grand art avait été de pouvoir suppléer très promptement
au grand espace qui me séparait de mon ami l'Américain. De l'Amérique viendrait le salut. La Hollande ne pouvait rien lui refuser, car c'était le seul pays dont le commerce lui fut encore ouvert. Je fis donc, au nom de l'Américain, ma demande d'extradition des armes, et j'attendis. L'automne est froid, à Hambourg. Mes forces me trahirent. Une espèce de courbature me tint cloué au lit pendant des mois, dans ce grenier de 12 pieds carrés, où j'avais trouvé refuge. Et là, coupé du monde, je m'enfonçais dans l'exil. Malgré mon nom d'emprunt, les autres émigrés me traitaient en suspect. Et les nouvelles de France se faisaient rares. L'incertitude me pesait tant qu'au printemps suivant, j'ai envoyé la Hogue. La Hogue. Oui. J'ai bien cru ne jamais revenir. Ah. Bon, alors maintenant, monsieur, il faut vous tenir tranquille ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est la terreur. Hein? Des députés ont dit de vous, nous ne savons pas où il est en ce moment. Nous filerons d'où avec lui. Mais s'il est assez bête pour revenir, nous le guillotinerons. Et vos ennemis, Lebrun et Clavière, ils sont déjà passés. Ce ne sont non plus mes ennemis. Vous avez vu Danton? Il n'est plus membre du comité. Hein? Seulement, j'ai vu l'un des. Le seul qui reste de votre temps. Il m'a dit qu'il fallait de prompts services, que seul le succès comptait. Mais lui avez-vous dit que si l'appui de l'ambassadeur ne suffisait pas, je ferais donner le gouvernement des États-Unis lui-même? Monsieur, oui. Voulez-vous mon sentiment? Il s'en moque. Hein? Chacun ne pense qu'à éviter la Louisette. Pardon? Oui, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et nous resterait-il quelque chose à manger? J'ai là un vieux fond de bœuf que je réchauffe depuis 3 jours, oui. Et à Paris, c'est la disette. On fait que partout. Ma famille en souffre-t-elle? Oh, à quoi bon vous le cacher plus longtemps? On a remis les scellés chez vous. Hein? Madame Beaumarchais, votre fille, habite une maison de louage, rue de Paradis-Poissonnière. Mais ont-elles seulement du pain? Ah oui, oui, oui. Votre ami Gudin, qui s'est réfugié à 50 lieues de Paris, leur envoie les produits de la campagne. Bon. Oui, et Madame Beaumarchais est confiante. Elle s'emploie activement à vous faire rayer de la liste des émigrés. Voici le double du traité du comité de salut public. C'est tout ce que j'ai pu obtenir. Merci. Oui, mais il vous faut d'abord le communiquer au comité de sûreté générale, d'où vient l'arrêté de proscription. Après quoi seulement vous pourrez faire appel à la convention. J'y mettrai autant de persévérance qu'il faudra. Citoyenne Beaumarchais! C'est ici que me veut-on? Ouais. Au nom de la République! On arrive! On arrive! Femme Beaumarchais? C'est moi. Julie Beaumarchais. Eugénie Fille Beaumarchais. Nous sommes tous ici. Par ordre du comité de sûreté générale et en application de la loi d'après-Rial sur les conjoints et parents de suspects émigrés à l'étranger, vous êtes décrété d'arrestation. Allez. En route, direction Port-Libre. Le Beaumarchais est en mission officielle. Ceci le prouve. Vous êtes de la famille? Non, mais... Alors, tant mieux pour vous. Citoyen américain, je vous ai servi avec un zèle infatigable, ça c'est bien vrai. Et je n'ai reçu ma vie durant que de l'amertume en récompense de mes services. Point. Accordez-moi donc avant de mourir de vous léguer ma fille Eugénie, virgule, injustement détenue dans les prisons de France. Peut-être ainsi sauverai-je la plus jeune. Qu'est-ce que vous en pensez, la Hogue? Moi, je pense avoir accommodé du chat à toutes les sauces. Et pour ce qui est du rat... Adoptez-la comme une valeureuse pupille de votre nation et donnez-lui en dot une partie de ce que vous me devez. 1280 000 francs, c'est une somme. Et voilà, je n'ai pas ici les pièces justificatives. Mais si malgré tous mes efforts, vous rejetiez ma supplique
il ne me resterait aucun recours que de prier le ciel de restaurer ma santé pour me permettre d'aller en Amérique. Affaibli de corps et d'esprit et incapable de proclamer mes droits, il faudrait qu'on me porte au seuil de votre Parlement et là, assis sur un tabouret, tendant le bonnet de la liberté que personne au monde plus que moi ne vous a aidé à coiffer, au vu de tous, il me faudrait crier « Américains, donnez l'aumône à votre ami, car tous les services qu'il vous a rendus ne lui ont rien rapporté. » Enfin, monsieur, vous êtes fou avec votre Amérique. Américain ou pas, vos fusils restent bloqués. Les Hollandais savent bien que vous êtes toujours derrière. Non, il fallait vendre à cet Allemand la semaine passée. Bientôt, il n'y aura plus de demande. Vos maudits fusils n'intéresseront plus personne. Et nous crèverons de faim au près. Vendre à l'ennemi quand Robespierre détient ma famille en otage. Mais enfin, monsieur, vous n'y entendez rien. La guillotine n'a pas besoin de preuves, ni de coupables. Il lui suffit de suspect. Sinon, Danton serait encore en vie. Danton, mon seul soutien, oui. Alors, de qui attendez-vous un appui désormais, hein? De ceux qui l'ont balayé? Non, vous êtes là, vous ergotez, vous raisonnez quand souffle un vent de folie. Et qu'il s'agit de survivre. Comment cela? Voyons, monsieur, Martin Schulz connaît cet Allemand. Je peux le rattraper. Jamais. Bon, alors moi, je vous rends mon tablier. Voilà. Périgot. Mon ami, vous êtes bien caché. Quelle difficulté pour vous joindre? Ouais. Je crains le poignard des émigrés. Je traite de jacobin. Vous ne savez pas la grande nouvelle? C'est plus rien. Pas même si les miens sont vivants. La porte de leur prison va se rouvrir. Le tyran est tombé. Quoi? Robespierre? Billaud Varenne lui a porté les stockades, comme il l'a fait hélas pour Danton. Que de sang, mon ami. Que de sang. Il était temps pour votre famille. J'ai maintenant l'assurance qu'elles vont bientôt être libres. Je ne vivais plus que dans cet espoir. Sinon... Alors, courage. Le danger est passé. Quand les reverrai-je? Votre affaire n'avance toujours pas? Elle pourrit dans les brumes flamandes. Le cabinet du statutaire multiplie les obstacles. C'est maintenant une caution du triple de la valeur des armes qu'il exige. Vous n'obtiendrez pas un sou de plus. Tenez, je le fais moi-même. À la turque. Merci. Les Hollandais sont sûrement furieux de voir Pichegru à leurs frontières. Hein? Il a repris Anvers, le jour même où Robespierre tombait. Anvers? Anvers? Mais c'est à quelques lieues de la Zélande. Où sont mes armes? Voilà la solution. Il faut que Pichegru s'en empare par un coup de mardi. Je vais fournir au comité tous les renseignements pour y parvenir. Est-ce que vous pourrez porter mon message? Je le remettrai en main propre à l'un d'eux. Ah, mon ami, je revis. Cette opération de grand style terminerait si brillamment l'affaire. Mais il faut qu'elle se déroule dans le plus grand secret. J'accuse Billaud Varenne, Collot d'Herbois et Barrère d'avoir de concert avec Robespierre anéanti la liberté des opinions dans le sein même de la Convention nationale. Je les accuse, en outre, d'avoir employé des hommes reconnus pour contre-révolutionnaires, perdus de réputation et de débauche, tarés, et même dans les liens du décret d'accusation, tels que Beaumarchais, Spagna, Guéraud. Les opérations
opérations de cet individu sont relatives à des marchés avec les étrangers. Croyez-vous qu'il convienne de nous étendre là-dessus? Ce serait servir Monsieur Pitt, qui ne l'a déjà pas mal été, pendant cette séance. La réponse de M. Pitt ne se fit pas attendre. Il m'envoya un émissaire avec une offre d'achat impérative. Recevez-le, monsieur, c'est votre dernière chance. On vous recherche à Hambourg. Si vous êtes pris, vous finirez vos jours dans quelques citadelles hongroises. 12 florins pièce. C'est une offre magnifique. Sinon, vous savez bien que l'embargo sera maintenu. Mais nos armées approchent. La paix approche. Le cours des armes va tomber. Allez lui dire que je n'ai jamais su et que je ne saurai jamais qu'un seul mot d'anglais. Code d'âme. Et que se passe-t-il? Hein? Log. Monsieur, je n'y peux rien. Mais expliquez-vous. Un capitaine anglais a une autorisation en bonne et due forme signée des ministres britanniques et hollandais pour transporter la cargaison à Portsmouth. Mais c'est un vol! Une expropriation! Non, pas du tout, monsieur. Le document dit bien pour les mettre en sécurité au compte de son acheteur américain. Et c'est vous, Laog, vous qui en assurez le convoi. Autant garder un œil dessus. Après tout, ils sont toujours à vous. Pas pour longtemps. Ah, Pichegru, dont j'entendais la canonnade et qui se contenta de faire un rapport pour signaler le départ des fusils. Je ne pus m'empêcher de les suivre jusqu'à Portsmouth, où ils arrivèrent en désordre et dans le plus mauvais état. J'envoyai en France un ultime appel. De la part de Beaumarchais. Je suis au bout de mes moyens. Les Anglais démunis d'armes sur le point de tenter un débarquement à Quiberon vont faire un achat autoritaire des 53 000 fusils. Pierre-Augustin Caron, Beaumarchais. Commissionné, proscrit, errant, persécuté, mais nullement traître ni émigré. De quoi se plaint-il? Il est vivant. William Pitt fit donc saisir les fusils qu'il paya à vil prix à mon prête-nom américain. Je me sentis soudain tout vide, comme si ce lourd fardeau pendant 3 ans s'était incorporé à moi, était devenu ma vie elle-même. Il ne me restait plus... Voyons. Ah, il ne me restait plus qu'à rentrer, à condition toutefois que Thérèse obtint ma radiation de la liste des émigrés. J'attendis 1 an. Ah, mon ami, ce ne fut pas facile. Il m'a même fallu changer de nom. Comment, vous aussi? Je veux dire divorcer tout de bon, pour préserver ma vie et une partie de nos biens sous séquestre. J'aurai donc, si vous le voulez bien, le plaisir de vous épouser une seconde fois. Eugénie. Ne pourrions-nous en profiter pour célébrer un double mariage? Comment? Un double mariage, papa. Mais c'est plus le même premier? L'autre nous a honteusement abandonnés lorsque vous fûtes déclaré suspect. Alors celui-là est le bon. Gudin. Mon ami. Quelle joie de vous revoir, échappé de la tourmente. Eh oui. Je suis passé au travers. J'étais un homme d'un autre âge. Et mon incompréhension a fini par me servir. J'ai sauvé ce que j'ai pu de vos papiers. Tant d'affaires vous sollicitent. Monsieur nous propose une mine de fer qui serait inépuisable. Ah non, c'est trop lourd, trop pesant. Et voici les frères Montgolfier, qui vous demandent votre assistance pour parfaire leur invention. Oh, en hommage, monsieur. Pardon. Et qu'est-ce que je dois faire?
Quelle grâce! Quelle légèreté! Bientôt nous serons tous des oiseaux. Si Perregaux me fait encore quelques crédits... Messieurs, je suis votre homme. Hein? Messieurs, les comédiens doivent s'impatienter. Il est temps de reprendre les répétitions. Oui, l'entracte fut un peu long, le théâtre a brûlé. Mais quoi, nous en retrouvons un autre? Le Français est prêt à nous accueillir pour reprendre le mariage. Ce sera de circonstance. Mais n'est-ce pas Suzanne qui se cache? C'est pour masquer mon trouble à vous revoir, monseigneur. Enfin. Un peu de comédie. En avons-nous manqué pendant 4 ans?